Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Bienvenue dans votre nouvelle émission Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs noirs afro-descendants sur Radio Campus Paris. Je suis Estelle Keita, votre host. Notre Rubis Noir de ce mercredi est une spécialiste du pied. Bienvenue, Althea Klagba. Bonjour, enchantée. Je suis très heureuse de te recevoir. Moi aussi, je suis contente d'être là. Alors, les podologues ne sont pas des médecins. Exact, c'est ça. En fait, on est paramédicaux comme les kinés ou les infirmiers, par exemple. Et les ostéos ? Ostéo, c'est encore un petit peu à part parce que c'est un diplôme d'école. Nous, c'est vraiment un diplôme d'État. Donc, on est plus rapproché avec tout ce qui est kinésithérapie, psychomotricien dans la partie rééducation. Vous faites combien d'années d'études pour Alors, être en fait, podologue ? nous, c'est sur concours. Et une fois qu'on a réussi le concours, c'est 3 ans dans l'école. Et ensuite, on a un diplôme d'État et on peut exercer tout de suite. Et le côté pédicure, puisque Oui. tu es podologue, on dit podologue, pédicure, podologue. Souvent, l'inverse, plutôt pédicure-podologue. Mais Ok. bon, en soi, il n'y a pas vraiment... Et qu'est-ce qui diffère en fait de, de ce que l'on fait quand on veut se faire les ongles Oui, et les en pieds institut, oui. en institut? En fait, donc, c'est plutôt de la pédicurie médicale. Donc, en général, c'est pour des gens qui peuvent avoir des soucis, tu vois, type ongles incarnés, corps, verrues, des choses comme ça. Mais bon, après, on a aussi des gens qui viennent avant l'été juste pour enlever toutes les callosités et avoir des pieds bien pour l'été, quoi. Mais c'est plutôt à visée médicale, en général. D'accord. Ok, très bien. Alors, pourquoi tu as décidé de devenir podologue? Comment tu as découvert ce métier? Alors, c'est un peu complexe. En gros, j'ai fait d'abord première année de médecine. J'ai redoublé ma première année. Et en fait, moi, je voulais faire soit généraliste ou chirurgien viscéral. Et après, je m'étais dit, bon, bah, c'est pas grave, vu qu'on a que 2 essais, j'ai raté. Donc, je vais aller faire une formation plutôt paramédicale. Et donc, j'avais postulé pour kiné. Et à l'époque, ça n'existe plus trop, ce système-là. Mais il y avait kiné et podologie. C'était un concours où il y avait des matières similaires à réviser. Donc, je m'étais dit, OK, j'essaye aussi pédicure podologue, on verra bien. Et du coup, le concours, je l'ai réussi 4 fois. Mais à chaque fois, kiné, j'étais pas loin. Alors, j'étais plus partie pour kiné après. Donc, je me dis, je réessaye. Et puis, finalement, j'ai pris podologie, puisque kiné, la 4e année, j'ai raté à 40 places. Et j'ai dit, oh, bon, là, j'en ai marre des concours. Ça fait 6 ans que je fais des concours. Allez, c'est parti. Je me lance. Et en fait, c'est super intéressant. C'est que c'est méconnu, je trouve, comme métier paramédical. En fait, vous suivez des cours où de podologie? Il y a des écoles de Il y a des écoles. podologie? En fait, il y en a 14 en tout, il me semble, en France. Il y en a 5 à Paris. Et moi, c'était dans le 15e, mais bon, il y en a dans d'autres endroits dans Paris. Et en fait, c'est assez bien parce qu'on a une partie vraiment théorique avec les amphithéâtres, les TD. Et puis, on est en stage à l'hôpital, on est à la clinique de l'école où vraiment on soigne des patients dès la première année, dès le mois d'octobre. Donc, on est vite dans le bain, donc on voit tout de suite si ça nous plaît ou pas. C'est ça qui est plutôt pas mal. Vous avez quoi comme matière? En première année, c'est des matières très théoriques. Donc, on a anatomie, rhumatologie, traumatologie, dermatologie, toutes les grosses matières pour pouvoir après, justement, bien prendre en charge le patient, quoi. Alors, je me suis toujours posé cette question. Est-ce qu'en podologie, vous avez des spécialités? Alors en fait, on a des possibilités quand on a fini l'école de faire des diplômes universitaires, comme on peut n'importe quelle filière, à la fac par exemple. Donc il y a des diplômes universitaires par exemple de biomécanique ou sur le pied diabétique par exemple. Donc on peut faire ça, ou bien on peut passer par des organismes plutôt privés et faire certaines formations. Moi j'ai plutôt fait ça, donc j'ai fait des formations en podopédiatrie, en podologie du sport par exemple, et ça il y en a pas mal surtout à Paris. Alors, tu as réalisé plusieurs formations. Une formation en podologie du sport en 2019, thérapie manuelle du pied et cheville en 2022, podopédiatrie, connaissance et évolution en 2022 et plein d'autres formations. Pourquoi était-ce important pour toi de réaliser toutes ces formations? Je pense qu'après, on a une très bonne formation sur les 3 années. Mais c'est vrai que bon, c'est toujours bien aussi de rester un petit peu dans le coup, on va dire, et de toujours s'actualiser, puisque la médecine, ça évolue quand même pas mal. Donc, pour moi, c'est important pour avoir une meilleure prise en charge, tu vois, des patients. Je trouve que c'est plus important, c'est important d'avoir pas mal de bagages et donc de faire des formations un peu plus, des fois, spécifiques, un peu plus poussées que ce qu'on a pu faire des fois à l'école, parce que 3 ans, c'est moyennement long, mais on n'a pas forcément le temps d'approfondir des fois certaines choses peut-être. Et donc là, dans ces formations-là, c'est intéressant puisqu'on a un peu plus de temps. Vous ne pouvez pas opérer? Non, on n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. C'est en pourparler un petit peu en ce moment, mais non. Par exemple, en Espagne, eux, la pédicurie podologie, c'est en 4 années. Et eux, ils ont accès justement à la chirurgie du pied. Donc, ils opèrent, par exemple, des pathologies de l'avant-pied ou bien des ongles incarnés. Ils ont le droit. Et justement, c'est une possibilité. Là, c'est en essai.
en France pour voir si ça pourrait se faire sur peut-être 2026 ou 2027. Donc c'est en cours. Mais là, c'est qui opère Là, c'est les chirurgiens orthopédiques. Orthopédiques. Oui. Ok. Mais c'est quoi la différence entre un orthopédiste et un pédicure podologue? Oui. Alors, eux, c'est des médecins, pour le coup, et des chirurgiens. Donc, eux, c'est plutôt 12, 13 ans d'études. Et puis, c'est un parcours totalement différent. On n'a pas tout à fait les mêmes matières. Enfin, Ah, d'accord, ok. C'est vraiment... à part, oui. D'accord, très bien. Alors, quelle pathologie traites-tu le plus souvent? Et je dirais que moi, au cabinet, j'ai à peu près, 60% de pédicurie et 40% de podologie. Podologie, c'est plutôt la partie semelle orthopédique. Oui. Donc, pour tout ce qui est plutôt pédicurie, je dirais c'est plutôt tout ce qui est ongles incarnés ou mycoses, verrues. Ça revient souvent, même tout ce qui est corps aussi. Corps, c'est quand on a des sensations un peu comme des clous dans le pied avec des zones qui font un petit peu mal. Donc ça, c'est plutôt des problèmes cutanés. Et après, en podologie, ce serait plutôt des douleurs type des douleurs dans le talon, comme la pathologie épine calcanéenne. Ah oui. Peut-être que tu as déjà entendu parler, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont ce souci-là. Donc ça peut être plutôt cette pathologie-là, ou des douleurs de genoux à la course à pied, par exemple, avec le syndrome de l'essuie-glace, qui est une pathologie qu'on voit pas mal quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent à Paris, donc ça arrive assez souvent. Quelles idées reçues aimerais-tu déconstruire à propos de ton métier ? C'est une bonne question, ça. Peut-être le fait que, justement, des fois, les patients, ils différencient pas toujours très bien entre l'institut et nous, le côté médical, ou quand les patients ils nous disent « vous mettez du vernis », non, pas vraiment, non. Donc voilà, ce côté un peu plus peut-être esthétique, qui est finalement pas du tout dans notre formation, ou même s'ils nous demandent de couper les ongles d'une manière, nous on fait vraiment une coupe physiologique pour éviter l'ongle incarné, donc moi je m'en fiche que la patiente elle veuille carré rond, enfin c'est moi qui décide la forme qui est bonne, pour que justement elle ait pas de soucis derrière. Donc je dirais plutôt peut-être ce côté-là, où ils pensent que des fois c'est un peu plus esthétique que médical. Oui, alors que c'est pas le cas, quoi. Oui, voilà. Alors, donc du coup, tu as ton compte, tu as ton exact, cabinet. Exact. À quel moment as-tu décidé de te lancer à ton compte, et est-ce qu'avant, tu travaillais avec d'autres personnes? Oui, alors en fait, quand je suis sortie de l'école, j'ai eu de la chance parce que j'ai tout de suite trouvé assez rapidement. J'ai fait d'abord on est diplômés, nous, début juillet. Donc j'ai fait d'abord des petits remplacements d'été plutôt courant août. Et ensuite, j'ai eu de la chance de trouver 2 collaborations, une dans le 12e, une dans le 18e. Et en fait, ça me permettait de faire une semaine complète. Et donc j'ai fait ça pendant presque 4 ans avec 2 collègues différents. Donc ça, je trouve que c'est pas mal quand on sort, parce que du coup, on est avec des collègues plus âgés, souvent, ou en tout cas qui ont plus d'expérience. Et ça permet de voir un petit peu comment ils travaillent dans le cabinet, comment ils s'organisent et tout ça, pour pouvoir, nous, peut-être s'inspirer de certaines bonnes pratiques. Et après, du coup, au bout des presque 4 ans, là, je me suis dit, je bossais beaucoup. Et en fait, quand on est collaborateur, on reverse une certaine partie de ce qu'on gagne, puisqu'on ne paye pas de loyer, on ne paye pas le matériel. Donc, c'est un peu la contrepartie. Et en fait, je reversais quand même beaucoup. Et donc, je me suis dit, peut-être que là, c'est le moment de prendre mon cabinet, puisque finalement, ce que je leur versais, je me disais, vaut peut-être mieux que je le mette dans un loyer ou dans mon propre matériel. Et du coup, c'est ce que je me suis dit. Puis, j'avais déjà une patientèle assez importante, finalement. Donc, ça m'a permis, après, de pas repartir de zéro. Et ça a tout de suite bien marché, quoi. Mais tu as eu des défis auxquels tu as été confrontée ou pas? De toute façon, ça c'est l'éternel défi. Tous les gens en libéral, ils diront ça, je pense. C'est de bien gérer, d'essayer de bien gérer son argent, de bien gérer les charges, parce qu'on en a beaucoup. Surtout nous en pédicurie, podologie, c'est comme un peu des gynécos ou des professions ou des dentistes, où on a beaucoup de matériel à acheter, à renouveler. Souvent, par exemple, les gants, les cotons, les lames et tout ça. Et donc ça fait beaucoup de charges par mois. Donc on est à peu près à 65% de charges par mois. Donc c'est vrai que du coup, il faut quand même beaucoup travailler pour avoir un salaire correct. Et tu t'es jamais dit que finalement tu voudrais repartir avec des collaborateurs ou... J'ai une collaboratrice au cabinet. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est ma 3e, j'en ai eu déjà 2 autres avant. Donc oui, c'est toujours bien. De toute façon, en pédicurie podologie, c'est assez fréquent que dans les cabinets, on ait aussi une collaboratrice avec nous. Comme ça permet de proposer aussi plus de créneaux. Donc nous, on est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 20h. Donc ça permet d'avoir quand même pas mal de créneaux horaires, du coup. Donc c'est bien d'avoir une collaboratrice, même si elle est en vacances ou moi, on se remplace. Si on est en formation, on se remplace aussi. Donc c'est pas mal. Est-ce que c'est prenant comme travail? C'est vraiment très, 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 très prenant. Oui. Parce que, je te suis sur les réseaux sociaux, j'ai vu que tu vas quand même beaucoup en vacances, quand même. Parce que je travaille beaucoup, justement. Du coup, je peux me payer mes vacances. Mais quand je suis en la semaine, on va dire classique, je rentre chez moi souvent à 21h, 21h30. Donc,
Après, c'est la contrepartie. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut bien gagner sa vie pour pouvoir partir en vacances, justement, il faut beaucoup travailler. Mais tous les métiers à son compte, c'est comme ça, quoi, je dirais finalement. Juste que, par exemple, ma cousine, elle est ostéopathe, où j'ai mes collègues au cabinet qui font d'autres professions, où il y a moins de matériel à acheter. Oui. Du coup, ils ont un peu moins de charges, mais ça reste 50-55%, donc ça reste beaucoup. Oui. Donc, il faut quand même faire beaucoup d'heures pour avoir un salaire correct, sachant qu'à Paris, la vie est chère aussi. Donc, tout ça mis bout à bout, faut bien gérer son argent, quoi. Moi, je pense que je gère plutôt pas trop mal. Ça doit être pour ça que je m'en sors bien. Alors, en tant que femme afrodescendante, est-ce que tu as rencontré des obstacles spécifiques du racisme, de la discrimination ou même de la misogynie durant tes études, dans ton parcours, même dans la vie active? Moi, pas directement. Moi, mon père, il est du Togo et du Ghana, donc Afrique de l'Ouest. Ma mère, elle est française. Je peux pas dire que moi, de manière frontale, j'ai reçu que ce soit de la discrimination, du racisme ou tout ça. Non. Par contre, des amis de promotion, oui, ils ont pu me raconter certains entretiens ou des choses comme ça où ils ont senti qu'ils seraient pas le bon candidat justement du fait qu'il soit noir ou arabe ou autre chose. Mais moi, non, je peux pas dire. Même quand j'ai passé mes entretiens pour être collaboratrice, j'ai facilement été prise. Enfin, j'ai pas eu de problème particulier. T'as jamais douté de tes capacités, de tes compétences? Parce que... Ah non, parce qu'en même temps, comme j'avais fait déjà mes 6 années de concours, je savais que quand même j'avais bien cravaché et que j'avais une bonne mémoire. Donc quand je suis arrivée en podologie, j'étais 3e de ma promo, enfin c'est toujours très bien passé. Donc finalement mes connaissances, je savais qu'elles étaient solides. Donc après, quand j'ai dû me lancer dans la vie active, j'étais plutôt à l'aise. Après, est-ce que c'est lié aussi au fait que j'ai toujours bossé plutôt dans des quartiers assez mélangés, que ce soit le 18e, le 12e, là je suis dans le 20e, qui est mon quartier d'enfance. Donc j'ai des patients de toute origine, toute religion, tout métier, tout milieu socioculturel, à mon image, quoi, finalement. Donc, bon, du coup, ça se passe plutôt bien. Non, j'ai pas eu de soucis. Mais du coup, ok, donc ta patiente, elle, tu dis qu'elle est à ton image, mais est-ce que tu as ressenti un manque de représentation dans le secteur paramédical? Ah oui, par contre, on n'est pas nombreux. Mais même dans ma promo, il y avait une fille avec moi qui était togolaise ivoirienne, c'est marrant. Mais après, j'avais quelques collègues aussi qui étaient d'origine arabe. Mais c'est vrai que finalement, non, on est peu nombreux. On est peu nombreux. Enfin, en tout cas, dans mon école, on n'était pas beaucoup. Je sais pas, peut-être... on était 100 dans ma promo. Oui. Je pense qu'on était allés 15, peut-être. C'est pas 15, beaucoup, 15. Ouais, non, on n'était pas nombreux. Ouais, mais en fait, moi, au collège, j'étais déjà pas beaucoup. J'étais dans un collège catholique, j'étais déjà pas nombreux. Du coup, je me disais, c'est comme d'hab, quoi. Ça m'a pas perturbée. Je trouve ça dommage, mais c'était comme d'habitude, entre guillemets, quoi. Ok. Et tu penses que c'est dû à quoi? Et ben ça, je sais pas. Parce que je pense que quand même, ça a beaucoup évolué par rapport à l'époque de nos parents, par exemple. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est ce métier-là qui attire pas? Est-ce que dans d'autres filières, par exemple, infirmière, kiné... Après, je trouve qu'on met pas beaucoup de pubs sur ces métiers-là. Hein. Non, mais nous, c'est vrai. Moi, c'est ce qu'on se dit souvent avec mes collègues. Dans les écoles... Oui, c'est ce qu'on se dit. On n'a pas fait... Enfin, il n'y a pas trop dans les journées même portes ouvertes. Il y a rarement un pédicure podologue. Moi, quand j'étais présidente du BDE, on avait fait à la fac de médecine rue des Saints-Pères, là, dans le 5e, la fac de Paris 5. On était allés justement pour les gens qui peut-être réussirait pas médecine, pharmacie ou quoi, on venait expliquer en quoi consistait notre métier, du coup pourquoi, ce que c'était, quoi, parce que finalement on se rend compte que les gens ne connaissent pas bien. C'est pas un métier très très connu en fait. C'est plutôt ça, je pense, peut-être aussi qui nous fait défaut, et du coup on n'est pas si nombreux même dans les écoles, quoi. Incroyable. Ouais, c'est dommage. Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur 2 à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. On est toujours avec Althea sur Les Rubis Noirs sur Radio Campus Paris. Alors Althea, est-ce que tu as des projets pour l'avenir et des conseils pour ceux et celles qui souhaiteraient s'aventurer dans des études de podologie, des afro-descendants, des femmes? Et ben alors pour tout ce qui est des projets, je changerai rien, je dirais, par rapport à ce que je fais actuellement, dans le sens où là je suis titulaire maintenant, j'ai ma collaboratrice avec moi qui a changé là en août parce que l'autre est partie vivre à Tahiti, et ma collaboratrice actuelle, elle est très bien, donc on a trouvé un bon rythme là, je pense, pour travailler toutes les deux. Donc côté professionnel, non, je changerai pas grand chose. C'est vrai que peut-être sur du plus long terme, j'aurais pour projet peut-être d'acheter les murs d'un cabinet avec d'autres praticiens, peut-être, pour pas avoir de loyer à payer, ou du moins qu'il soit moindre, parce que c'est vrai que le loyer à Paris, c'est quand même une grosse charge. Donc ce serait peut-être ça le projet, peut-être à 2 ou 5 ans
moment d'acheter des murs avec des collègues. Et puis après, pour des gens qui aimeraient faire des études de pédicurie, podologie, et qui seraient peut-être afrodescendants, je leur dirais de s'accrocher parce que c'est un concours, donc du coup forcément il y a de la concurrence. Mais après, les études sont hyper intéressantes. C'est juste que c'est des études, malheureusement, malgré que ce soit un diplôme d'État, c'est payant et c'est relativement cher. Ouais, c'est 30 000 €. Donc moi j'ai pris un prêt. Du coup c'est très bizarre parce que les infirmiers c'est des frais d'université, quoi, 300 € l'année et sur 3 ans ils ont 900 €. Nous on a 30 000, je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi, mais enfin bon bref. Pour d'autres formations aussi paramédicales c'est pareil. Nous c'est payant, bon c'est comme ça. Et donc voilà, donc faut savoir que soit les parents peuvent aider, soit faut prendre un prêt. Moi j'avais pris un prêt. Après ça se rembourse bien. Hein. Du coup moi j'ai tout de suite travaillé, donc j'ai pas eu de soucis spécialement à rembourser, mais il faut être quand même assez bosseur. De toute façon ça c'est le libéral en général. Oui. Quand on sort de l'école, faut être motivé parce que si on est un peu tranquille, on se dit je vais bosser 2-3 jours à la cool, forcément le prêt il va pas se payer tout seul. Oui, c'est clair. Voilà, donc il y a l'URSSAF, il y a la caisse de retraite, il y a beaucoup de prélèvements. C'est pour ça que ça fait 65. Ouais, bah oui, je sais, les patients ils se rendent pas compte. On voit que le côté c'est trop bien, il a son cabinet, ouais, etc. Mais je sais. Je sais. Ouais. Bah c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui se lancent pas. Moi j'ai des patients qui voulaient monter des business d'entrepreneuriat sur plein de sujets différents. Ils sont pas lancés à cause des charges. C'est vrai qu'en France c'est assez important malheureusement par rapport à d'autres pays. Donc c'est ce qui peut freiner le fait, je pense, de lancer son entreprise, mais ça reste quand même intéressant à partir du moment où on développe bien. Moi je fais pas mal de communication. Je pense qu'il faut. Moi j'ai un site internet, j'ai une page Google, j'écris beaucoup aux kinés, aux médecins, aux infirmiers. Enfin je pense qu'il faut pas mal se faire connaître entre guillemets quand on est dans un quartier, surtout à Paris parce qu'on est assez nombreux les pédicures podologues. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a 14 000 en France et il y en a 3 000 Paris dom-tom. Donc c'est vrai qu'on est assez concentré quand même sur Paris. Donc c'est vrai qu'il faut un petit peu batailler, un petit peu se faire connaître pour avoir un cabinet qui marche bien, qui est rempli. Et puis après, moi c'est un cabinet de groupe où on est 13 en tout. Donc dont ma cousine qui est ostéopathe avec nous. Mais voilà, il y a des infirmiers, il y a 3 psys, une orthophoniste, une diététicienne. Donc je pense qu'aussi le fait d'être en groupe, forcément ça draine plus de patients. Et ça permet d'avoir un cabinet qui a du monde. Et du coup les gens voient des fois la carte, ils disent je vais aller faire un soin, je vais aller faire des semaines. Oui. Et donc comme ça aussi ça permet d'avoir un cabinet qui marche mieux. Mais après voilà, c'est comme toute étude avec un concours au début et paramédical en général. Si on travaille bien, qu'on a bien les bases et qu'après on continue toujours à se former, il n'y a pas de raison que ça marche pas et que ça aille pas, quoi, je pense. Est-ce que vous êtes soumis aux mêmes règles déontologiques que les médecins ? Oui, alors en fait vous n'avez pas le droit de vous faire de la pub et tout ça. Exactement. En fait, en gros, quand on sort des études, on doit aller prêter serment à l'ordre des pédicures podologues. Ah, vous aussi ? Oui, on a un ordre depuis 2007, nous. Une de mes profs, c'était la présidente Île-de-France, d'ailleurs, maintenant ça a changé, mais voilà, donc en fait, on a des cours d'ailleurs de législation, hein. On est en dernière année, c'est législation, gestion, enfin voilà, on est assez préparé pour quand on va sortir, pas signer un contrat qui respecterait pas certaines clauses ou des choses comme ça, savoir gérer notre comptabilité. Donc oui, on a un ordre, donc on prête serment, et oui, ça revient un peu au serment d'Hippocrate pour les médecins, c'est on doit traiter n'importe quel patient, peu importe son origine, peu importe ses moyens, être soumis au secret professionnel, enfin tout ça, c'est vraiment okay. Comme les médecins. Et puis en fait, le fait de prêter serment et de s'inscrire au tableau de l'ordre des pédicures podologues, du coup, ça nous inscrit après pour l'URSSAF, pour la caisse de retraite, et du coup, ils savent qu'après, on est en activité, puis tout découle un petit peu comme ça, quoi. C'est incroyable. Vous avez une association ou pas des pédicures podologues de France ? Vous voyez, enfin, je sais pas. Oui, alors, il y a plein de choses un peu mises en place. On utilise beaucoup Facebook, donc des fois, il y a des genres d'apéros pour les gens par région, un peu, pour se rencontrer, justement. Après, il y a plusieurs choses. Il y a donc l'ordre. Après, il y a des syndicats. Moi, j'ai été secrétaire générale d'un syndicat là pendant 3 ans que finalement on a clôturé parce que voilà, on n'avait plus tellement de temps de vraiment s'y investir. Mais quand il y a la réforme des retraites, on l'a créé. Donc on avait fait ça. Et mais il y en a encore d'autres. Hein. Il y a l'Union des podologues, il y a la Fédération nationale des pédicures podologues. Ça c'est un syndicat qui est là depuis assez longtemps. Et après, il y a carrément une union plutôt. C'est l'Union française de la santé du pied, qui est encore un autre organisme. Mais ça plutôt à viser pour le grand public. Donc ils ont fait des spots publicitaires par exemple à la télé, des choses comme ça pour faire connaître un peu plus notre métier. Et puis il y a des journées aussi, le premier jeudi du mois de juin, il y a dans Paris et même dans d'autres villes pas mal d'endroits où les patients peuvent venir comme ça librement, gratuitement pour demander l'avis d'un pédicure podologue. Donc oui, il y a quand même des choses qui sont en place. Il y a des associations aussi de podologues du sport, moi je suis dans certaines. Ah oui, okay. Voilà, donc il y a des choses comme ça aussi. Oui, il y a pas mal de choses. Tout à l'heure tu parlais des charges. Oui. Est-ce que ça aussi explique pourquoi les tarifs des podologues sont très chers ?
Je pense. Je sais pas si c'est remboursé par la... C'est pas remboursé par la sécurité. Je vais t'expliquer. En gros, les charges, oui, sont importantes. Donc, je suis sûre que forcément, ça se répercute un petit peu sur les tarifs. Nous, on est en honoraire libre. Donc, ça veut dire qu'on peut faire le tarif qu'on veut, comme on veut. On n'a pas de tarif imposé par la sécurité sociale, à part pour les patients diabétiques et aussi pour certains types de patients diabétiques. Bref, c'est un peu plus complexe, mais bon, ça, c'est pas forcément... je vais pas plus détailler, mais voilà, c'est que ces patients-là qui peuvent avoir un tarif un peu différent, imposé par la Sécu. Par contre, tout le reste, tous les autres patients, du coup, nous, on fait le tarif qu'on veut. Donc, souvent, on met le tarif un peu du quartier où on arrive. Par exemple, on va sur Doctolib, on regarde les collègues du quartier, on voit qu'ils sont à tel tarif, on reste dans la fourchette de prix. Après, les tarifs aussi se justifient souvent quand on a fait certaines formations. Et forcément, moi, j'en ai fait plus entre 10 et 20 depuis que je suis sortie de l'école, donc forcément, je serais peut-être un peu plus cher que quelqu'un qui aurait pas fait de formation. Pareil au niveau du matériel. Moi, j'ai acheté tout il y a 3 ans, donc c'est un peu dernier cri. Donc forcément, ça coûte plus cher que le même matériel il y a 10 ans. Donc il y a des choses aussi qui peuvent expliquer. Après, il y a une partie de remboursement, c'est-à-dire que pour la pédicurie, alors là, c'est très peu, c'est 1,26 €, donc autant dire que c'est rien du tout. On est les moins bien remboursés des paramédicaux, c'est une catastrophe. Donc ça, non. Par contre, la mutuelle peut prendre la pédicurie comme ils prennent par exemple l'ostéopathie, l'acupuncture dans la médecine douce. Souvent, il y a des fois quelques séances par an. Et après, sur la podologie, il y a un tarif de base qui est de 17,32 € pour tous les patients. Et puis après, c'est la mutuelle qui va compléter sous forme de forfait. Donc c'est vrai que c'est quand même pas bien pris en charge, puisqu'à Paris, les semelles, c'est entre 150 et 200 €. Donc c'est sûr que 17 € de sécurité sociale, c'est pas énorme pour les patients. C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais je crois que c'est tous les 5 ans qu'il y a une rediscussion avec les caisses d'assurance maladie. Chaque année, les syndicats, ils essayent de renégocier, mais bon, ça n'a jamais vraiment bougé. C'est vrai que c'est pas énorme. Tout à l'heure, tu parlais d'achat matériel. Vous avez des magasins spécifiques où vous achetez du matériel. Exact. Moi, je n'ai jamais vu dans Paris. Oui, non, il y en a pas. Alors, je pense que si certains, ils ont des antennes, mais c'est pas trop visible. Oui. Par exemple, des fois, ça peut être dans des immeubles. Enfin, c'est pas forcément mis. On les voit pas. Non, on les voit pas. Non, on les voit pas. Après, c'est beaucoup par internet quand même. Et puis des fois, c'est en banlieue aussi, dans des hangars. Enfin, c'est un peu plus loin parce qu'il y a besoin de place. Donc voilà. Donc après, nous, on connaît les fournisseurs. Donc sur internet, on commande ce dont on a besoin comme matériel. Après, il y a quand même des showrooms, mais c'est vrai que c'est plutôt en banlieue parce que pareil, il faut de la place où on peut aller essayer certains fauteuils, certaines unités de soins comme les dentistes. Tu vois, avec la fraise, la turbine, on a la même chose nous en pédicurie. Donc du coup, tout ça, on peut aller essayer, voir si ça nous convient. Il y a plusieurs modèles et tout ça. Mais c'est vrai que pour les patients, ils s'en rendent pas forcément compte parce que c'est pas mis en avant. Si on n'est pas professionnel, il n'y a pas vraiment de boutique dans Paris, quoi. Alors, pour clôturer notre bel échange, j'aimerais que tu puisses nous donner les qualités à avoir pour être pédicure podologue. Alors, je dirais comme tout métier où on est au contact des gens, avoir quand même une bonne approche dans le sens écouter le patient, être souriant, être dynamique, être à l'écoute, prendre le temps. Moi, c'est vrai que je fais des consultes assez longues, mais c'est par choix, c'est que j'ai pas envie de courir toute la journée et puis j'ai le temps comme ça de bien écouter les patients. Donc, je pense que ça, c'est primordial. D'être avenant, d'être consciencieux, voilà, pour avoir la meilleure prise en charge. Et puis après... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? D'être très, méticuleux sur tout ce qui est stérilisation, hygiène. C'est vrai que ça, nous, par exemple, par rapport aux instituts, c'est notre vrai point fort, c'est qu'on a des autoclaves, donc des stérilisateurs comme les dentistes, qui permettent justement de stériliser sous sachet tous nos instruments de pédicurie pour que justement, il n'y ait pas de soucis après. Si on utilise une pince, par exemple, elle est stérilisée, donc on sait que même si, imaginons, il y a un patient avant qui a eu, je sais pas moi, une petite mycose ou quelque chose, on sait que ça va pas être retransmis puisqu'il y a eu cette stérilisation pendant plus d'1 heure à 134 degrés, donc on est tranquille. Ça traite vraiment tout ce qui est hépatite, sida, tout ça, enfin pour toutes les maladies en tout cas qui sont transmissibles par le sang, les liquides et tout ça, ça permet de tout balayer. Donc ça c'est vraiment important, je trouve. Donc c'est important d'être méticuleux et consciencieux, quoi, je pense. Un grand merci à toi, Althea, avec plaisir, pour cet entretien. Je remercie Vaudoussi pour la réalisation de l'émission. Je suis Estelle Keita et vous pouvez suivre l'émission sur Instagram et TikTok @lesrubinoirs. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite. À la prochaine.